Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Jean-François Fiorina. Je suis le directeur général adjoint de GEM, directeur des programmes. Et au nom de l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives, je suis très très heureux de vous accueillir pour cette 11e édition de notre festival de géopolitique. Installer la géopolitique dans une business school était un pari audacieux il y a 11 ans. Mais souvent je dis impossible n'est pas GEM. Et je crois que nous avons réussi ce pari. Il y a 11 ans, on va dire avec l'aide des entreprises, nous avions identifié la nécessité de donner une dimension géopolitique à nos élèves, voire même d'en faire une compétence indispensable de tout futur manager et dirigeant d'entreprise. La nécessité de comprendre pour agir. Comme je dis souvent, malheureusement ou heureusement, depuis, l'actualité nous a montré que nous avions raison de nous lancer dans ce domaine. Les entreprises ont besoin d'établir leur propre grille d'analyse pour anticiper, gérer et développer leurs activités. La liste est longue en ce moment de situations qui affectent ces entreprises. L'Iran, l'extraterritorialité, l'American Cloud Act, la guerre commerciale Chine-États-Unis, les routes de la soie, le protectionnisme, la chute des devises des pays émergents, les accords commerciaux internationaux, l'interculturel, source de nombreux conflits de gouvernance en ce moment dans des alliances internationales qui affectent des entreprises françaises, et bien évidemment le Brexit, sont des éléments qui affectent la vie des entreprises et pour lesquels elles doivent absolument réfléchir et trouver des solutions. Nous-mêmes, en tant qu'institution d'enseignement supérieur, sommes impactés par toutes ces activités. On parle souvent de géopolitique de l'enseignement supérieur, de mondialisation de l'enseignement supérieur, et puis si je me réfère au Brexit également, nous sommes impactés parce que nous avons une activité importante avec des partenaires anglais, en ayant même dû fermer notre campus sur Londres. Cette nécessité de comprendre le monde ne concerne d'ailleurs pas que le monde des entreprises, puisque avec la réforme du bac, vous le savez, l'une des spécialités qui sera offerte aux élèves de première et de terminale portera sur la géopolitique avec l'histoire ou la géographique. Nous sommes donc véritablement dans le sens que nous avons donné à notre réflexion géopolitique, à savoir la culture générale du monde moderne. Cette dimension géopolitique, pour nous, à GEM, s'articule autour de 3 axes. Un premier axe qui est un axe pédagogique avec des cours de tronc commun, des électifs, des parcours spécifiques, des doubles diplômes avec l'IRIS, dont d'ailleurs Pascal Boniface viendra animer quelques conférences donc, demain, et puis l'Institut Bioforce à Lyon dans le domaine du management donc des ONG. Un deuxième axe qui tourne autour de la valorisation et de la communication avec un certain nombre de publications et puis des notes clés, ces notes clés étant à la fois la synthèse d'un certain nombre de situations géopolitiques, des interviews d'un grand nombre d'acteurs évoluant dans le domaine de la géopolitique, aussi bien des militaires, des chercheurs, des restaurateurs. J'ai même interviewé Jacques Glénat pour montrer en quoi ou comment il illustre la géopolitique au travers donc, de la BD. Et puis également des études de cas, là, encore une fois, pour servir à nos étudiants, pas forcément à GEM, mais à des étudiants d'autres institutions pour les aider à appréhender cette dimension géopolitique et à travailler là-dessus. Donc vous voyez, un premier axe qui est un axe pédagogique, un deuxième axe qui est un axe de valorisation. Mais à l'époque, nous souhaitions également un événement pour bien matérialiser notre réflexion, donner corps à cette réflexion, attirer donc du public. Et très vite avait émergé à l'époque l'idée d'un festival, connotation beaucoup moins académique qu'un colloque ou qu'une conférence. Les 10 premières éditions ont été donc de grands succès. Nous avons alterné chaque année des sujets entre des sujets de géopolitique et des pays ou des continents. Donc ces 10 premières éditions ont connu un succès croissant. L'an dernier, nous avons accueilli un peu moins de 20 000 personnes sur ce festival, à la fois dans nos locaux ici à GEM à Grenoble, au travers également d'autres manifestations dans la ville de Grenoble, et puis au travers du net, puisque toutes les conférences ont été diffusées en direct, comme c'est le cas également cette année. Puis au bout de 10 ans, on s'est dit, allez, on est arrivé à une étape, et puis en bon montagnard, on s'est dit, il faut qu'on franchisse une nouvelle étape, qu'on se donne de nouveaux objectifs, et on s'est dit, on doit aller un petit peu plus loin. Et cette nouvelle étape, après de longues réflexions, s'est traduite par l'ajout de l'expression « monde en devenir », à côté donc du logo du Festival de géopolitique. Notre ambition n'est plus uniquement d'expliquer des situations de géopolitique, mais elle est également de préparer le monde de demain, ou j'allais dire plutôt les mondes de demain,
tellement les évolutions vont être importantes, que ce soit du domaine social, sociétal, technologique, climatique et autres. Là encore une fois, donc ça va profondément modifier le monde de demain. Et nous voulons que ce festival soit l'un des lieux de réflexion, idéalement dans le monde, où on puisse imaginer, réfléchir à ces mondes de demain en devenir, et de voir donc comment ce qu'il en est. Ce positionnement est d'ailleurs tout à fait cohérent avec le positionnement de GEM. Nous souhaitons ne pas être qu'une business school, mais plutôt une school for business for society, être une école au cœur de la cité qui contribue au débat public, qui contribue aux différentes communautés, qui amène donc des sujets de réflexion qui dépassent peut-être un petit peu le monde du business, mais qui sont particulièrement importants. Nos étudiants, qui sont, on l'espère pour eux, de futurs responsables et dirigeants d'entreprises, doivent en être conscients. Ils seront attendus dans les entreprises, dans leur capacité à définir de nouveaux modèles et à accompagner donc tous ces changements et à la prendre en compte. Ce festival, il est pour nous, et c'est une notion particulièrement importante, le lieu d'expression de toutes les géopolitiques, par tous les publics et par tous les moyens. Quand vous avez vu le programme très riche concocté par l'équipe, vous allez vous apercevoir qu'il y avait à la fois des ateliers, des tables rondes, des jeux, des conférences, des échanges, des signatures, enfin un grand nombre d'événements, là encore une fois, qui permet à tous, quels qu'ils soient, de pouvoir se positionner, de comprendre, et de comprendre un petit peu par rapport à ces sujets dans lesquels nous sommes en train de réfléchir. J'insiste bien, ce festival est le lieu d'expression de toutes les géopolitiques et non pas une tribune politique. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur, un lieu de diffusion de l'ensemble des savoirs, de la connaissance, mais en aucun cas donc comme une tribune politique où chacun ferait donc l'apologie d'idéologies diverses. Ce festival est également, à l'image de GEM, et c'est l'une de mes fiertés, une co-construction entre les étudiants et nous. Vous le verrez quand vous circulerez dans les couloirs. Vous verrez un certain nombre d'étudiants avec des t-shirts différents, puisque les associations sont partie prenante dans l'organisation de ce festival, qui pour diffuser, qui pour organiser l'escape room, d'autres pour animer des débats, d'autres pour faire des jeux, d'autres pour d'autres activités. Encore une fois, pour moi, c'est essentiel de se dire c'est l'ensemble de la famille GEM qui est là pour vous accueillir au sein de ce festival, et encore une fois, pour bien montrer l'ensemble des possibilités et permettre à tous de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Et puis, bien évidemment, c'est une organisation collective. Plus d'une centaine de collaborateurs GEM sont impliqués dans cette organisation. Et puis, bien évidemment, nous avons des partenaires qui nous accompagnent et qui permettent la réussite de ce festival. Le thème de cette 11e édition est d'une actualité brûlante. Alors, je ne sais pas, Jean-Marc, comment vous faites avec votre équipe pour chaque année découvrir ou anticiper un petit peu les sujets. J'espère que vous êtes aussi fort pour découvrir ou anticiper les chiffres du loto. L'an dernier, avec les États-Unis, un certain Donald Trump, que vous aviez embauché comme attaché de presse, avait fait une super pub au moment donc, du festival, ce qui avait permis à tout le monde de savoir ce qu'il en est. Cette année, je crois que c'est une certaine Theresa May que vous avez dû appointer, et donc qui tous les jours amène de l'eau, alors je ne veux pas dire au moulin, mais permet d'alimenter cette réflexion et de faire en sorte que, oui, on va tenter de comprendre un petit peu ce qui se passe entre autres, mais tout en sachant bien évidemment que le Brexit n'est pas que l'actualité principale de l'Europe en ce moment. Beaucoup de créativité dans votre titre. Des unions européennes, alors vous l'orthographiez en fonction de vos ambitions, selon que vous soyez europhile ou europhobe, à vous de voir un petit peu donc comment ce qu'il en est, mais derrière ça promet un grand nombre de débats. Et j'allais dire également, c'est un sujet qui nous interpelle, nous, Business School, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, puisque au niveau de l'Europe, où l'Europe plutôt va fêter cette année le 20e anniversaire du processus de Bologne, qui a structuré et aidé à coordonner l'enseignement supérieur. On ne le dit pas souvent, mais je crois que dans les réussites de l'Europe, il y a tout ce qui s'est fait au niveau de l'enseignement supérieur, des programmes Erasmus, des bourses de mobilité, des accords d'échange, et puis maintenant de plus en plus vers l'alliance ou la constitution donc d'universités européennes. Alors j'ai fait un peu de teasing pour moi, puisque de toute façon, je traiterai tous ces sujets demain dans une conférence donc, sur l'Europe de l'enseignement supérieur, et bien évidemment, donc, vous êtes les bienvenus. Merci encore de votre présence. Bon festival, profitez-en. Là encore une fois, le programme est très riche, vous permettra d'avoir donc tous les points de vue par tous les moyens. C'est toujours un grand bonheur de vous accueillir. Bon festival, et j'ai maintenant le plaisir d'appeler Isabelle Jégouzou, donc qui est la chef de la représentation de la France auprès de la Commission européenne. Allez, bon festival.
beaucoup. Peut-être juste un correctif. En fait, je représente la Commission en France et non pas la France à la Commission européenne. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité à l'ouverture de votre festival dans cette 11e édition. Et j'avoue que lorsque j'ai regardé le programme que vous avez concocté, j'ai trouvé qu'effectivement, il était particulièrement riche, particulièrement diversifié à la fois par les thématiques qu'il touche et par la façon dont elles sont abordées. Donc vous avez beaucoup de chance de pouvoir y participer et véritablement bravo à ceux qui ont organisé tout cela. J'imagine que c'est un énorme travail. Et je suis effectivement heureuse que l'Europe soit au cœur de vos travaux parce que cette année n'est pas une année comme les autres. C'est une année cruciale pour l'Europe, c'est une année d'élection qui va voir se renouveler les institutions européennes, le Parlement en premier lieu et la Commission européenne également, ce qui fait que dans un an, les institutions européennes auront certainement des visages très différents de ceux qu'ils ont aujourd'hui. Et l'intitulé de votre festival, Des unions, avec en un mot ou en deux mots, en dit long sur les inquiétudes et sur les menaces auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles le projet européen est confronté. Et vous avez raison, cette élection est le moment d'un choix qui va être un choix crucial. Alors, poser la question, et vous l'avez vraiment bien posée avec ce titre, de l'union ou de la désunion, c'est en fait poser la question existentielle de la place de l'Europe dans le monde. Et si on regarde les choses à l'échelle de la planète, ce qui est l'ambition d'un festival géopolitique comme le vôtre, on ne peut constater que la place de l'Europe dans le monde s'est réduite avec le temps, alors que celle d'autres régions du monde a tendance à s'étendre. En 1900, si on se reporte un peu plus d'un siècle en arrière, l'Europe représentait 25% de la population mondiale. En 2060, elle n'en représentera plus que 5%. À cette date, aucun État membre, de manière individuelle, ne représentera même 1% de la population mondiale. Et la puissance économique européenne va également relativement décliner. Nous représentons aujourd'hui un peu plus de 22% du PIB mondial. En 2030, nous serons très nettement en dessous et aucun État membre ne sera plus dans les 5 premières puissances mondiales. Donc l'Europe, si elle veut continuer à exister sur la scène internationale, se doit de plus en plus de parler d'une seule voix, d'agir en faisant jouer le poids collectif de ces différentes composantes. Et c'est le seul moyen pour elle de continuer à avoir du poids sur le cours des choses et surtout de promouvoir des valeurs qui sont les valeurs fondamentales qui ont présidé à la construction européenne, des valeurs de liberté, des valeurs de démocratie, des valeurs liées à l'état de droit et qui sont des valeurs qui finalement, si l'on regarde le monde, ne sont pas si répandues que ça et dont le monde a bien besoin. Alors, pourtant, l'Europe aujourd'hui et le projet européen est profondément questionné, profondément remis en cause. Remise en cause à la fois de l'extérieur par un certain nombre de pays qui nous entourent. Certains étaient des partenaires et le sont moins. Je pense aux États-Unis qui avaient, pendant toute l'histoire de la construction européenne, soutenu le renforcement européen, mais dont les dirigeants aujourd'hui critiquent de plus en plus les objectifs et remettent plus globalement en cause l'ordre multilatéral qui s'est installé depuis la Deuxième Guerre mondiale, par la Russie, qui multiplie les opérations de désinformation, et la doctrine militaire russe l'affirme, le soutient explicitement, que la guerre de l'information est l'un de ses domaines, de ses compétences, et on envoie à l'occasion de telle ou telle élection sur le territoire européen une expression directe. Plus globalement, si l'on regarde la situation internationale dans laquelle nous vivons, nous sommes dans un contexte international de plus en plus tendu, qu'il s'agisse de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'Afrique, qu'il s'agisse des cyberattaques auxquelles on est régulièrement confronté. Il est sérieusement temps pour l'Union européenne de se soucier de sa défense et de la protection de son mode de vie.
Mais le projet européen n'est pas seulement mis en cause de l'extérieur, mais aussi, c'est peut-être encore plus grave, de l'intérieur. Le Brexit, évidemment, qui, comme vous l'avez dit, nous donne aujourd'hui, tous les jours en fait, des rebondissements, avec une sortie qui est prévue pour le 29 mars. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, mais dans un contexte qui est évidemment extrêmement chaotique. Là encore, le contexte, le choix des Britanniques de se retirer de l'Union est un choix que les institutions regrettent, mais qu'elles respectent. Mais plus globalement, il souligne le rejet d'un modèle européen qui a souvent été perçu comme un bouc émissaire responsable d'un certain nombre de maux nationaux, mais aussi parce que l'Union européenne doit faire elle-même son examen de conscience, sans doute de l'incapacité de l'Union européenne à répondre aux attentes des peuples et à rendre plus visible la réalité de son action. Et paradoxalement, si l'on regarde le Brexit, et Michel Barnier, qui malheureusement ne pourra pas venir, le dit très souvent, le Brexit est à l'envers la preuve de tout ce qu'a fait l'Union européenne. Parce qu'en partant, les Britanniques se rendent compte de tout ce qu'ils perdent et de tout ce qui a été construit de ces milliers. C'est comme un tricot, l'Union européenne, fait de multiples petites mailles, de multiples petites choses, mais le jour où on détricote les choses, on se rend compte à quel point cette construction qui vise à imbriquer les pays les uns dans les autres est importante, et les Britanniques risquent d'en faire l'expérience douloureuse. Mais plus globalement, le projet européen est remis en cause aussi partout ailleurs, partout en Europe, par la montée des populismes, de partis eurosceptiques qui soit remettent directement en cause l'appartenance à l'UE, soit, et il semble que c'est désormais leur stratégie, veulent la changer radicalement en mettant en cause certains éléments qui sont au fondement de la construction européenne, tels que l'état de droit ou l'idée de solidarité entre les États qui fondent l'Union européenne. Pourtant, si l'on interroge les peuples sur ce qu'ils attendent et ce qu'ils pensent de l'Union européenne, on a un constat un petit peu différent, peut-être un petit peu moins sombre que le tableau que je viens de vous peindre. Le dernier Eurobaromètre les Eurobaromètres sont des études que la Commission européenne et le Parlement européen font régulièrement, environ tous les 6 mois, avec des questions qui sont régulièrement posées, qui permettent d'évaluer l'évolution de l'opinion. Et le dernier Eurobaromètre donne des indications intéressantes. Pour la première fois, une majorité d'Européens considèrent que leur voix compte dans l'Union européenne. La confiance dans l'Union européenne s'est stabilisée aujourd'hui à 42%, plutôt en hausse, et l'absence de confiance est beaucoup moins élevée, et c'est le niveau le plus élevé depuis 2010. Et la confiance dans l'Union européenne, alors, on a globalement au niveau européen une crise de confiance dans les institutions, mais on se rend compte que finalement, la confiance dans l'Union européenne est plutôt plus élevée dans la plupart des États membres que la confiance dans les gouvernements nationaux, dans les parlements nationaux. On a 43% des Européens qui ont une image positive de l'Union européenne, et ce qui est peut-être encore plus intéressant, 71% des citoyens européens qui se sentent citoyens de l'Union européenne et qui considèrent que leur pays a profité de son appartenance à l'Union européenne, et c'est un taux qui n'avait jamais été atteint. Dans ce paysage, la France, par contre, se détache par un plus grand pessimisme, et on voit que dans toutes les études d'opinion, la France est toujours un des pays les plus pessimistes. Seulement 33% des Français disent avoir confiance dans l'Union européenne, mais ils sont néanmoins tout à fait attachés à l'Union européenne, et 59% des Français se déclarent attachés à l'Europe. Ce qui est intéressant dans ces sondages, c'est qu'on voit à la fois qu'il y a une très forte méfiance vis-à-vis des institutions, et en même temps une très forte demande. Et de ce point de vue-là, les Français sont ceux peut-être qui attendent le plus de l'Europe, et qui sont favorables, peut-être plus que d'autres peuples européens, à un renforcement du nombre de décisions qui devraient être prises au niveau européen. Près de 2/3 des Français sont favorables à plus d'Europe, et également
ils ne sont que 30% à considérer que la France ferait mieux toute seule. Donc il y a à la fois beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'Europe et une certaine déception face à des réponses qui sont vues comme insuffisantes ou trop lentes. Et on voit globalement que ce sentiment de nécessité européenne existe, qu'il existe fortement, mais que le niveau de réponse des institutions globalement, et je crois que la différence entre les institutions est importante, entre la Commission qui propose et le Conseil qui doit se mettre d'accord, et dans une crise comme la crise migratoire, on voit que c'est véritablement très compliqué d'avoir un consensus qui émerge au niveau des États membres au sein du Conseil. Donc il y a une attente, mais des institutions qui parfois peinent à répondre. Et pourtant, si l'on regarde le bilan de ce que nous avons fait au cours des 4-5 dernières années, on voit que beaucoup de choses ont été faites. On a créé dans l'Union européenne 12,5 millions d'emplois depuis 2014. Le chômage des jeunes est trop élevé, il s'élève à 14,8%, mais ce chiffre est néanmoins le plus bas depuis 2000. L'euro est devenu aujourd'hui la deuxième monnaie la plus utilisée au monde et la confiance dans l'euro ne se dément pas. On a aujourd'hui 72% des Français, et le chiffre est à peu près général partout dans la zone euro, qui soutiennent l'appartenance à l'euro. Par contre, on voit que l'euro doit davantage s'imposer comme monnaie internationale alternative au dollar pour favoriser l'affirmation de la souveraineté européenne, comme le montre l'affaire iranienne. Et je crois que vous avez un des ateliers qui va travailler sur cette question, qui est effectivement une question clé. Alors l'Union s'affirme également comme une puissance commerciale majeure. Elle a aujourd'hui des accords commerciaux avec 70 pays. Alors la question des accords commerciaux est très discutée, très débattue. On a vu partout des stop TTIP, stop CETA. Bon, il y a quelques points qu'il faut affirmer parce qu'ils sont beaucoup trop répandus dans l'opinion publique. Pas de poulet au chlore dans l'Union européenne et pas de viande aux hormones dans l'Union européenne parce que précisément ces accords commerciaux l'interdisent de manière tout à fait claire. Donc ça fait partie des fake news qui se promènent et qui sont fausses, il faut le répéter. Mais sur ces accords, et en particulier sur un accord comme le CETA qui a été conclu il y a un peu plus d'un an, alors qu'on avait de grosses inquiétudes, on se rend compte au bout d'un an que les exportations européennes vers le Canada ont augmenté de 7% dans toute une série de secteurs et que dans des secteurs comme l'agroalimentaire où on avait des craintes, on a en réalité l'Union européenne qui exporte plus qu'avant. Dans le même ordre d'idée, on a conclu un accord de partenariat, un accord commercial avec le Japon qui là aussi va offrir à nos entreprises un marché tout à fait important et l'Union européenne et le Japon représentent ensemble 30% du PIB mondial, c'est dire si ce type d'accord est considérable pour aussi affirmer la puissance des normes européennes et à une certaine conception du commerce qui est un commerce réglementé et respectueux d'un certain nombre de valeurs. Parmi ce que l'on fait respecter, ce sur quoi on se bat beaucoup, il y a notamment le respect d'un certain nombre d'appellations d'origine protégée. Parmi ce qui a été également réalisé par l'Union européenne, on a développé un plan d'investissement parce que l'investissement est trop faible en Europe pour permettre à l'Europe d'être véritablement au niveau de la compétition mondiale. Ce plan d'investissement, au bout de 4 ans, a permis de mobiliser 360 milliards d'euros. On a un objectif de 500 milliards d'euros à horizon 2020. Et en France, on en parle très peu, comme très souvent de ce qui est fait par l'Union européenne. En France, on a mobilisé 60 milliards d'euros dans des domaines extrêmement variés. Par exemple, le plan haut débit dans les Hauts-de-France, c'est un plan qui a été financé par le plan Juncker et un certain nombre d'opérations de rénovation énergétique. Il y a pas mal de propositions qui circulent sur une banque pour le climat, mais la Banque européenne d'investissement, à travers le plan Juncker, le fait déjà en partie en finançant toute une série d'opérations en matière d'énergie renouvelable ou de rénovation énergétique.
Alors, l'Union est un acteur important dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Je crois que s'il n'y avait pas une Union européenne, il n'y aurait pas eu les accords de Paris. Elle fait partie des acteurs les plus ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre. On a proposé que dans le prochain programme pluriannuel, la totalité du budget européen contribue à hauteur de 25% aux objectifs climatiques. Et même si ce n'est pas assez, on a quand même déjà avancé, puisqu'on a réussi au niveau de l'Union européenne à réduire de 20% nos émissions par rapport à 1990. Alors, dans toute une série de domaines, l'Union européenne intervient. On pourrait mentionner également le domaine de la sécurité. On pourrait mentionner Galileo, qui fait partie des belles réussites de l'Union européenne. Mon énumération pourrait être beaucoup plus longue, mais si je l'ai faite, c'est parce que je pense qu'il faut aussi dire que l'Europe n'a pas à rougir de son action. Au contraire, et qu'il est temps pour elle d'affirmer sa souveraineté. C'était le discours, le dernier discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Juncker au mois de septembre dernier, qui portait sur la souveraineté européenne et la nécessité pour celle-ci de s'affirmer. Et je pense que ce thème est effectivement au cœur de vos débats. L'Europe a besoin d'une Europe, le monde a besoin d'une Europe forte et unie pour défendre le multilatéralisme qui est remis en cause. Et l'Europe doit maintenant s'affirmer avec beaucoup plus de force comme un acteur majeur sur la scène internationale. Un exemple, l'Europe est le premier pourvoyeur d'aide au développement, mais sa voix est politiquement beaucoup trop peu entendue. Pour y répondre, l'Union européenne a lancé au mois de décembre dernier l'idée d'une nouvelle alliance avec l'Afrique, basée sur une relation renouvelée d'égal à égal, sur l'investissement, notamment l'appui à l'investissement dans le secteur privé, également sur l'éducation. Je crois que vous avez un de vos ateliers qui sera consacré à ce thème-là. Et je crois que l'Afrique est certainement, dans l'avenir, un des partenaires privilégiés avec lequel l'Union européenne doit travailler. Elle doit également progresser dans le domaine de la défense. C'est un des domaines dans lequel l'Europe n'avait rien fait. Il n'y avait rien du tout dans le précédent budget pour la période 2014-2020. Mais on a réussi quand même à lancer les prémices d'une Europe de la défense en créant notamment un fonds européen de défense qui a commencé déjà à développer certaines actions, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Mais c'est véritablement un domaine dans lequel l'Europe doit pouvoir faire mieux. Je vous donne quelques chiffres que je trouve très parlants, même si je vois un petit panneau qui se promène pour me dire qu'il faut que j'avance. Je ne le voyais pas très bien lors du premier passage. Il faudrait qu'il soit un peu plus gros pour les orateurs. Quelques chiffres quand même dans le domaine de la défense parce qu'ils sont extraordinairement parlants. Dans le domaine de l'armement, là où les États-Unis ont un modèle de char, l'Union européenne en a 17. Là où ils ont 4 modèles de navires, nous en avons 29. Là où ils ont 6 modèles d'avions, nous en avons 20. Ce qui veut dire que non seulement nous consacrons moins à notre défense, mais que nos efforts sont beaucoup plus dispersés sur des matériels beaucoup plus divers et donc beaucoup moins efficaces. Et c'est pour être beaucoup plus efficace et que petit à petit, nous allions vers une défense commune, même si ce n'est pas encore complètement dans la compétence, ce n'est pas dans la compétence de l'Union européenne, sauf sur les aspects strictement économiques. On a lancé ce Fonds européen de défense pour permettre aux États membres de travailler ensemble et de petit à petit faire des programmes conjoints. Et dans le prochain budget de l'Union européenne, tout fonds confondu, le domaine de la défense pourra représenter jusqu'à 20 milliards d'euros. Alors, je pense qu'on est aujourd'hui effectivement à la croisée des chemins pour les peuples européens pour savoir ce que nous voulons et comment nous voulons porter nos valeurs au niveau européen. Seule une Europe forte et unie peut véritablement protéger nos citoyens des menaces intérieures et extérieures, du terrorisme au changement climatique. Elle est seule aussi capable de permettre de donner l'espace pour développer des emplois dans un monde ouvert et interconnecté.
et seule une Europe unie peut aussi maîtriser les défis de la numérisation mondiale. Alors, nous avons besoin de ces valeurs et le président Macron, il y a quelques jours, a adressé une lettre ouverte aux citoyens européens qui appelle à une renaissance européenne. Une large partie des propositions qui figurent dans son texte rejoignent des chantiers qui sont déjà en cours et que la Commission a lancés. Donc nous nous réjouissons au niveau de la Commission européenne du débat qui est lancé. On voit déjà un certain nombre de réponses. Ce débat doit avoir lieu. Il doit avoir lieu au moment des élections européennes. Cette campagne va s'ouvrir. Elle a déjà commencé, mais elle va s'amplifier. Et c'est une campagne où traditionnellement l'abstention est forte. Seuls 42% des Français ont voté. Et c'est pire chez les jeunes. Donc je suis heureuse d'avoir un auditoire assez jeune aujourd'hui. 70% des jeunes s'abstiennent aux élections européennes. J'espère que ça sera un petit peu mieux cette fois-ci et que les inscriptions sur les listes électorales qui sont ouvertes jusqu'au 31 mars vont faire le plein. En tout cas, les enjeux sont absolument essentiels pour notre avenir et je crois que vos débats pendant ces 4 jours vont le démontrer. Alors, je vous félicite pour ce programme. Je vous encourage à débattre le plus largement possible parce que le débat d'idées est important. Il doit déboucher sur des choix politiques aux élections. Je vous souhaite à tous un très bon festival. Merci. Bien, je vais être très très bref pour clore cette introduction générale. Alors il y a un concept que j'ai croisé dans mes études d'histoire qui s'appelle la grâce, qui dans la conception de l'Italie de la Renaissance désigne l'art de faire passer pour naturel et allant de soi des choses qui demandent beaucoup d'efforts. Alors dans ce sens-là, ce qui va se passer pendant ces 3 jours et demi relève de cette conception de la grâce. Ce festival, c'est un ensemble de petits miracles. Ces petits miracles, ils sont le fait d'environ 200 personnes qui, à des titres divers et variés, participent à son organisation. Des gens à qui je voudrais dire toute ma gratitude et ma fierté de travailler avec elles. C'est pas moi qui fais ce festival pour l'essentiel. Je n'en suis que le porte-parole. Et je vous demande d'ores et déjà de les applaudir. Merci. Voilà. Nous sommes là pour faire du mieux possible. Nous faisons même parfois beaucoup plus que ce que nous croyons possible de faire compte tenu de nos structures, de notre façon de travailler. Merci de nous faire des retours. Merci aussi de votre courtoisie. Et puis n'hésitez pas non plus à nous donner quelques petits encouragements. Ça fait pas de mal non plus. Voilà. Ce festival est désormais ouvert. Merci, Madame la représentante. Merci, François Furina. Merci au public et encore une fois à tous nos étudiants, partenaires, membres du conseil scientifique, les gens de mon équipe. Je n'ai pas le temps ici de détailler exactement tout ce que je dois à tout le monde et j'en suis désolé, mais je me rattraperai. Bon festival. Et je vais maintenant demander à Michel Fouché de nous rejoindre pour ce qu'on appelle traditionnellement la leçon inaugurale du festival.